ceci témoigne de la, je dirais plutôt de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, ou alors de la conscientisation du Congolais en se disant, lèvons-nous. Et il est temps de s'élever. Bien. Nous à l'Est, parce que c'est de l'Est que je suis, malheureusement, nous avons aussi des étiquettes. Vous avez commencé par dire, décrivez ce que vous croyez. Ben, certains mots sont réunis, le bavardage. Et nous continuons aujourd'hui, nous nous disons, tiens, à l'Ouest, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on s'occupe? Et le bavardage revient régulièrement. À l'Est, on s'est dit, ce n'est pas le moment de bavardage. Nous pouvons avoir des différends. Tant que nous luttons entre nous pour le pouvoir et ceci ou cela, le pays s'en va. Il est temps de s'élever, et chacun à sa façon, à sa manière. Ma question, c'est celle-ci. Journaliste, est-ce que vous croyez avoir un rôle à jouer par rapport à la constitution du Congolais pour que les Congolais, d'une seule voix, s'élèvent contre ce qui se passe? Non pas seulement à l'Est, mais aussi au désordre par rapport à cette prise de pouvoir chez nous. Est-ce que c'est le moment de nous battre entre nous? La question, journaliste que vous êtes, quel est votre rôle? À quand vous le prenez? Et comment vous voyez la vie? Merci beaucoup. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous tue, nous, Congolais. Et moi, je suis vraiment ce genre de Congolais qui m'identifie à tout le Congolais ou à toute la RDC. En tout cas, dans la superficie actuelle. Quand on tue à l'Est, on maltraite à l'Est, je le sens dans ma peau et dans mon sang. Mais il y a un souci majeur avec nous. Vous savez, depuis l'entrée de l'AFDEL, il y a eu déjà des exactions. Personne ne peut nier, quand j'ai parlé de l'occupation, que Laurent Désiré Kabila est venu avec les Rwandais et les Ougandais. Mais ils ont commencé à maltraiter nos frères chez nous. Et vous savez, après les avoir rapatriés en 1998, quand ils se sont retrouvés à l'Est, ils ont continué alors à commettre des crimes odieux. Ce n'était pas seulement à l'Est, mais au Sud-Est aussi, dans le Katanga. Alors il y a eu un phénomène qui naissait, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila l'avait encouragé, on l'a appelé les forces d'autodéfense populaire, et un cas spécifique que nous avons sur les Maïmaï. Sans dire nos frères et sœurs qui résistaient chez eux, suite à la défense de notre armée, ou à la mauvaise foi des politiciens, ou encore à la complicité des autorités militaires. Mais vous savez, regardons un peu la carte de la RDC, des zones minières et des zones de conflit. On ne peut pas remettre en question l'occupation parce que c'est presque aux mêmes endroits qu'il y a des conflits. C'est presque aux mêmes endroits, aux villages et aux villes, que nous sommes mal défendus, ou alors pas du tout défendus par notre armée. Et à des coins où n'eût été ses frères et sœurs Maïmaï, on ne se serait pas défendu. Mais quand vous voyez le rapport, le livre blanc de Cheo Kitundu, ça c'est un rapport de notre gouvernement. Quand vous lisez le rapport mapping par rapport à tous ces crimes, c'est commis par des armées étrangères chez nous, pendant l'occupation, mais vous remarquez qu'à la longue, ce sont des Congolais qui se défendent, qui sont parmi les forces négatives. Je ne dis pas que toutes ces rébellions qu'il y a à l'Est, ce sont des rébellions saines. Il y a des gens qui se défendent dans ces forces qu'on a appelées les Maïmaï. Mais comme il y a des mouvements comme des Maïmaï créés par nos agresseurs, et ceux-là s'en prennent également à la population. Mais vous remarquerez que quand je parle de l'occupation, il y a des forces qui sont censées être des rébellions contre les pays voisins, comme l'Ouganda, je parle des ADF Nalu, comme les FDLR, qui sont censés être des rébellions contre, comment j'ai dit, le Rwanda. Mais depuis plus de 20 ans, ces gens-là sont chez nous, sans y être invités, réfugiés politiques armés, eux aussi se mettent à massacrer notre population. Et quand ils sont là pendant plus de 20 ans en train de massacrer, comment voulez-vous qu'on l'appelle si ce n'est pas de l'occupation? Mais remarquez, il y a eu plusieurs incursions, invasions des armées étrangères rwandaises et ougandaises. Mais quand on parle des forces négatives, on parle des rebelles congolais. Et ces deux mouvements rebelles reviennent régulièrement, les ADF Nalu et les FDLR. Et plusieurs fois, on nous a annoncé de mettre un terme à ces ADF Nalu FDLR, mais ça continue, malgré la présence de la MONUSCO. Mais alors, dites-moi, est-ce que les Congolais
ont-ils le droit de se défendre en tenant les armes ou pas? On a dépassé quoi, les 500 ou 600 000 morts du Covid en quelques 4 mois. Combien de Congolais sont morts par la faute des hommes? Pas à cause d'une maladie, parce qu'il y a des hommes qui les tuent pour eux. Ça passe sous silence. Ça rejoint votre question. Qui doit relayer cette information de manière à ce que les gens... Un Américain, c'est triste pour lui, il a été tué par la police. Et le monde entier, tout d'un coup, s'agite sur le racisme et les brutalités policières. Un Américain. Si on devait faire ça pour tous les Congolais, je crois que le monde aurait changé depuis longtemps. Étant donné qu'il n'y a personne qui est là pour le faire pour nous, peut-être il serait temps que nous on le fasse pour nous-mêmes. Et c'est tout ça l'enjeu, le souci qu'on a, c'est qu'on puisse peut-être commencer à trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais et ne plus attendre que ça vienne d'ailleurs. Je vous remercie, M. Patrick Hugo. Je remercie tout le monde qui a bien voulu être présent ici pour des sujets aussi cruciaux pour notre pays. Voilà, je vais parler du budget, de la loi budgétaire 2020. Je vais parler de la loi budgétaire 2020, mais je vais donner d'abord quelques aperçus sur le pays pour lequel ce budget a été fait. Nous savons, vous et moi, que le Congo est un scandale géologique, il est scandale énergétique, il est scandale hydraulique, il est scandale, et enfin, c'est un scandale budgétaire. Parce que quand nous regardons le budget du Congo, par rapport aux voisins immédiats, je peux donner quelques chiffres. Tous ces voisins, à part le Soudan, mais le Soudan actuellement, il a été effrité, sont plus petits que le Congo. Mais le Congo, avec un budget de 10 milliards, pardon, et qui est encore discutable parce que l'exécution a fait beaucoup de problèmes à cause de plusieurs raisons que nous allons voir. L'Ouganda, 55 milliards, le Rwanda, 8 milliards, le Kenya, 250 milliards, Tanzanie, 192 milliards, Zambie, 188 milliards, Angola 277 milliards, Congo-Brazza 12 milliards. Donc quand nous regardons tout ça et qu'on voit scandale de ceci, nous pouvons aussi ajouter que le Congo c'est un scandale budgétaire. Alors, maintenant, pour parler de budget, nous devons d'abord définir le budget. La loi budgétaire est une loi qui traduit les ambitions chiffrées de l'État. À côté de cela, pour l'exécution du budget, on a ce qu'on appelle le plan de trésorerie, qui est un instrument de gestion de la loi budgétaire. Alors, l'avantage du plan de trésorerie, c'est de lutter contre l'inflation et surtout pour le cas de pays comme la RDC, de lutter contre le financement monétaire. Parce qu'on a vu par le passé la Banque centrale accorder des avances non contrôlées au gouvernement et cela a créé beaucoup de problèmes. Alors, donc, nous pouvons parler rapidement, parce que le temps est parti n'étant pas long, de la structure du budget. Le budget, ou la loi budgétaire 2020 ou les autres années, se divise toujours en deux parties. Il y a les recettes comme les dépenses. Pour les recettes, le Congo, la RDC compte sur les régies financières d'abord.
DGDA, DGI, DGRAD, et puis il y a des entreprises qui fournissent de recettes dans les comptes spéciaux. Je parle de FONER, FPI, Fonds de promotion de l'éducation, Fonds de promotion culturelle, RVA pour le GOPAS, Fonds de contrepartie, Fonds forestier national, et puis le cadastre minier, le Fonds de promotion de tourisme, le Fonds minier de génération future. Et tout ça, c'est pour qu'on arrive à un budget aussi maigre que je vous ai dit. Donc, il y a déjà un problème dont on parlera dans les solutions. Ce qui est important ici, parce que les chiffres, vous les avez là-bas, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'est fait que le budget de 2020 a connu beaucoup de problèmes. Non pas parce qu'on a dit que c'est irréaliste et tout ça, mais parce qu'il est difficile d'atteindre les objectifs assignés dans ces budgets. Pourquoi? Parce qu'il y a une faible mobilisation de recettes, il y a le ralentissement de la production minière, de cuivre et de cobalt, il y a le coronavirus, cette vedette invisible qui ne nous permet plus de nous embrasser calmement, et qui a surtout frappé la Chine, qui est notre premier acheteur de matières premières. Alors, en deuxième lieu, par rapport à ces budgets, à l'exécution du budget 2020, on peut parler un peu des ambitions désillusionnées, comme vous avez la gratuité scolaire et tout ça, l'accroissement du budget de 63,2% par rapport à 2019. Mais maintenant, quelles sont les solutions? Telles sont les solutions. Le gouvernement a vu que le budget ne devait pas s'exécuter, ne parvient pas à s'exécuter. Déjà au mois de janvier ou février, sur un mois, on n'avait que 420 milliards de francs congolais. Donc si on projette pour toute l'année, on ne devait pas dépasser les 5 milliards. Alors qu'on a annoncé en pompe qu'on a un budget de 10 ou 11 milliards. Mais, évidemment, il y a des circonstances atténuantes, comme on a dit, le Covid-19 a tout paralysé et tout ça. Le gouvernement est allé voir le Parlement de deux chambres pour un collectif budgétaire pour réajuster le budget. Parce qu'à la fin de l'année, on regarde le taux d'exécution d'un budget. Alors, on a décidé d'espérer à la moitié du budget annoncé pour rendre le budget exécutable. Alors, il faut qu'on cherche des solutions pour tout ce grand défi. Par exemple, le défi de la gratuité scolaire. C'est un grand défi. Quelqu'un m'a même soufflé que c'était même dans la Constitution, la gratuité scolaire. Ouais. Donc, primaire. Ouais, primaire. Ouais. Primaire et publique. Les écoles publiques. Ouais. Bon. Donc, tout ce grand défi-là, nous rentrons dans une phase de désillusion. Mais je pense que, en tant que Congolais, nous devons chercher des solutions pratiques. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour que ces enfants-là aient le besoin, c'est 2,6 milliards. L'autre défi, c'est de continuer courageusement la lutte contre la corruption. Parce que si aujourd'hui nous regardons les potentialités de notre pays et les budgets qu'on nous présente, je fais le tour de l'Afrique 10, c'est-à-dire de Congo plus le 10 pays, vous avez vu que notre budget est vraiment dérisoire par rapport à notre potentialité, notre étendue. Alors, troisième chose, il faut éviter la gestion opaque de contrats miniers. En 1983, il y avait un courageux belge qui était PDG de la GECAMINE, Crème, M. Robert Crème, qui s'est opposé parce que le Congo a vendu pour 12 millions une mine qui avait une potentialité de 160 millions. Et ces cas se sont répétés. Donc, pour des solutions, si nous voulons, parce que le budget il flotte, mais étant dynamique dans le plan de trésorerie, nous pouvons mener des actions qui peuvent éviter le chaos qui se profile à l'horizon.
Alors, en 2005, vous avez vu l'histoire de Don Grettler qui, avec son ami Béni, qui voulait carrément aller prendre le concentrateur de Kamoto et quelques sites miniers très riches. Alors, je prends aussi d'autres exemples. Je crois que je l'ai recensé. Ouais. Je prends aussi un autre exemple. Excusez-moi. Ouais. En 2007, vous connaissez le contrat du siècle Kinshasa-Pékin, le contrat contre le mine contre infrastructure. Mais aujourd'hui, personne ne peut nous dire que le Katanga est développé, qu'il y a des... Donc tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels nous devons tous, vous les journalistes et nous les techniciens, nous pencher pour aider notre État à avoir à la fin un budget quand même plus costaud. Quatrième chose, pas continuer de mettre tous les œufs dans un même panier. Il n'y a pas que le mine. Le Congo, c'était un scandale pour Inga, c'était un scandale pour la forêt. 13% de la forêt vierge mondiale et tout ça. Cinquième piste, ouvrir la poste des investisseurs par les institutions de Bretton Woods. Bon, là, le rapport commence à bien se fixer. Le gouvernement congolais a fait des efforts. Nous sommes... Alors, donc, le gouvernement congolais, il est en phase du programme intérimaire avec le FMI. Ce programme nous a fait bénéficier de 368 millions de dollars au titre d'appui à la balance de paiement. Et nous devons féliciter quand même ce gouvernement parce que avec cet argent soutient maintenant le réserve de change logé dans une institution, dans une banque de règlements internationaux, alors qu'avant c'était à la Banque centrale qui donnait au gouvernement des avances. Nous avons besoin d'argent, on leur donnait. Et actuellement j'ai lu quelque part où nous avons de réserves dans cette banque de 1 milliard. C'est déjà une bonne chose. Nous devons aussi continuer à avoir de bonnes relations avec la banque qui est susceptible de nous aider pour Inga 3. Alors, donc, pour ça, la RDC doit continuer à chercher des notes positives pour attirer les investisseurs. Les notes attribuées par FMI, c'est souvent 3A+, un truc comme ça. Mais, maintenant, la RDC, au stade où nous nous trouvons, parce que nous avons parlé de l'extérieur, dans le budget, il y a des recettes internes et des recettes externes. Mais souvent, les recettes externes sont difficiles à capitaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de promesses que de... Donc, la RDC doit croire d'abord en elle-même. Les fonds, la lutte contre la corruption, surtout vous les journalistes, ne laissez pas cette piste. Parce que nous voyons à Kinshasa les maisons comme des champignons. Mais entre-temps, les peuples pauvres, les gens ne sont pas, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais l'argent n'arrive vraiment pas dans la caisse de l'État. Voilà notre pauvreté. Ok, merci beaucoup pour la parole. L'exposé s'intitule comme suit « Défense du territoire et de la nation ». C'était ça le titre proposé. Mais personnellement, je suggérais un sous-titre « RDC, une souveraineté en question ». Et nous allons le développer en 3 points. Le premier, c'est donc les concepts politiques, quelques concepts politiques que nous avons choisis, et la réalité géopolitique de la RDC. Le deuxième point, c'est donc tout ce qui est lié à notre droit constitutionnel et la liberté de manifestation et d'expression. C'est un grand point sur tout ce qui est... Excusez-moi, je crois que ça me dérange un peu, si vous permettez. Ce masque. Donc, je disais, le deuxième point, c'est le droit constitutionnel, droit de manifestation et liberté d'expression. Et le dernier, ça sera tout ce qui est lié au problème d'insécurité à l'est de notre pays et qui est nommé de différentes manières. Bon,
nous en avons choisi 3. On parle des incursions, de l'invasion et parfois de l'occupation. Nous avons dit une souveraineté en question, basiquement. La RDC continue d'exister quand même, comme un État, du moins ceux qu'il en reste, contre toute espérance. Et son peuple professe toujours son credo, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Alors, ces faits sont si importants, c'est-à-dire les deux, l'unité nationale du Congolais, que nous affichons, et ce souci d'avoir toujours notre territoire tel qu'il est, à l'état actuel, ça constitue en même temps ce que nous considérons comme une vraie barrière aux agents de la balkanisation, cachés derrière les conflits identitaires, l'émergence des identités alternatives, la falsification de l'histoire de migration de groupes ethniques congolais proches des frontières de l'Est de la RDC et qui nous crée ainsi un réel problème démographique en aggravant les difficultés de cohabitation entre les autochtones et les étrangers, parfois inconnus et violents. Ce parafeu des peuples autoproclamés congolais, soutenus par des pays voisins, revendiquant leur droit de la nationalité congolaise par les armes, ce qui est absurde, mais avec l'appui logistique et militaire de leur pays d'origine, occupant nos territoires riches en minerais, favorisant ainsi le circuit informel d'exploitation de nos minerais, procédant au massacre et déplacement forcé des populations, surtout des autochtones, ce qui est un crime contre l'humanité connu, opérant des crimes de guerre sur place, et tout cela nous présente comme un tableau de la non-existence de l'État congolais. Mais on se dit quand même un État souverain, et on se pose des questions. Si nous sommes réellement souverains. Le point 1, lié au concept politique et la réalité géopolitique, on peut dire ceci à propos de la souveraineté. La souveraineté est le principe de l'autorité suprême. En matière politique, la souveraineté est le droit absolu d'exercer une autorité sur une région, un pays ou un peuple. La souveraineté caractérise l'indépendance de l'État-nation par rapport à d'autres États ou aux instances internationales, hormis pour l'autorité que cet État a librement accepté de céder par des accords ou des traités. Il en existe plusieurs, on ne va pas tous les énumérer, mais nous savons que par certains traités ou accords bilatéraux, un État peut céder par exemple sa défense à un autre État, pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons de superficie. Il y a des États qui sont tellement petits comme Saint-Kitts-Nevis, un pays de 30 000 habitants qui est incapable de se constituer ce qu'on appelle un instrument de coercition comme l'armée. Il y a des États qui cèdent cette autorité pour des raisons financières, mais sous une forme contractuelle. Alors pour la RDC, on se pose une question. Existe-t-il à ce niveau un accord ou un traité permettant, sans consulter la RDC, des incursions, des invasions des armées étrangères sur notre territoire, sans aucune réaction, en tout cas, je dis aucune, ou une réaction pas très sérieuse des autorités politiques? Parfois ces incursions se font sans être officiellement déclarées, ou une annonce des condamnants des autorités politiques. On trouve cela un peu absurde. Et parfois, notre grande inquiétude, notre grande surprise, il y a une présence internationale de la force de maintien de la paix qui s'appelle la MONUSCO. Et cette grande instance internationale, qui est une vraiment représentation de l'instance de l'ONU, qui parfois propose des solutions dans nos zones de conflit en RDC et que l'on trouve nulle part ailleurs. On peut se poser une question. On n'a jamais vu dans ce monde que vous soyez envahi par une armée étrangère et qu'on propose comme une solution la fusion des deux armées, l'armée nationale et l'armée étrangère, qu'on appellerait brassage des armées, alors que on le sait dans les mêmes rapports, plusieurs rapports de l'ONU, même le rapport mapping sur lequel nous nous basons, plusieurs rapports de groupes comme GEC, groupe d'études sur le Congo,
ou alors de Human Rights Watch, on vous dit que la plupart de ces armées qui envahissent l'est de la RDC bénéficient de l'appui militaire et logistique des pays voisins. Donc, qui dit pays voisins, les trois sont les plus cités, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Alors, après le brassage de l'armée ou des patrouilles mixtes, que devient alors l'armée de la RDC? Reste-t-elle une armée nationale? Devient-elle une armée internationale? Parce qu'on intègre les éléments ou les soldats étrangers avec leurs officiers supérieurs. Devient-elle une armée mixte ou une armée auxiliaire? C'est autant de questions qu'on se pose. Et comme il est question de la défense de notre pays, qui est un élément important ou un des critères paradigmatiques pour qu'on parle d'un État souverain. En résumé, on peut retenir 3 critères pour parler de la souveraineté d'un État. Il y a les symboles, et le premier symbole connu, c'est le drapeau, qui n'est pas un simple tissu coloré, que Boketchoué avait déchiré, donc pour la Belgique, en Belgique, sur le Congo, mais c'est plus important et plus sérieux qu'un simple symbole, qu'un simple tissu. Parce que le drapeau national représente une vraie identité collective. Si dans la salle, nous disons que nous sommes Congolais, nous tous, on va se retrouver dans ce drapeau, comme on se retrouve dans l'hymne national congolais. Il y a également l'armée, la défense nationale, qui est un élément ou un critère paradigmatique de la souveraineté, comme tous les systèmes de loi. Quand je dis système de loi, je vois pas seulement la Constitution, mais il y a le régime d'un État qui identifie cet État, comme nous sommes dans un régime parlementaire. Et tous ces critères réunis, ce sont les symboles ou les éléments de la souveraineté. Mais dans notre Constitution, ou dans tout État, là nous avons parlé de la souveraineté nationale ou étatique, mais il y a aussi le peuple qui est souverain. Et là on parle de la souveraineté populaire. Et chez nous, cela est bien défini dans notre Constitution, surtout dans les articles 5, 23 jusqu'à 26, et 63 et 64. Le peuple est souverain, on le sait, et le peuple peut exercer sa souveraineté de 2 manières, en résumé, par les élections, c'est-à-dire c'est le peuple qui va voter, qui se choisit des mandataires et des représentants, et chez nous c'est le peuple qui va aux urnes pour se choisir celui qui deviendra le chef de l'État. Mais le peuple peut encore exercer sa souveraineté par rapport à ses devoirs et ses obligations en défendant sa nation. C'est l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et il est important que tout le monde puisse bien comprendre ce schéma. C'est-à-dire qu'en démocratie, tous les pouvoirs de manière directe ou indirecte finissent toujours ou ont toujours pour origine le peuple. Et c'est là où parfois on se perd parce qu'on pense qu'on a perdu le pouvoir ou on a gagné le pouvoir. En réalité, le pouvoir demeure toujours au peuple. Dans notre architecture politique, nous avons des élections avec un système bicaméral, 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont au niveau national le pouvoir législatif. Au niveau provincial, nous avons des assemblées provinciales, il y a 26 provinces, il y a 26 assemblées provinciales. Ces assemblées provinciales sont constituées par les députés provinciaux. Il y en a 780 qui eux-mêmes élisent les sénateurs qui sont envoyés au niveau national. Donc vous avez sur l'écran en bleu ciel ceux qui sont les premiers élus, les élus directs, et en bleu foncé, vous avez les élus indirects, que sont les sénateurs, et les gouverneurs et les vice-gouverneurs, mais là on entre tout de suite dans le pouvoir exécutif. Et comme vous le voyez, on en a de haut vers le bas, le Premier ministre, lui, est issu de la majorité parlementaire de cette Assemblée nationale. Donc voilà déjà un autre pouvoir qui vient du peuple. Et ce Premier ministre va, lui, composer son gouvernement avec des ministres et des vice-ministres. Aujourd'hui, on a 65 pour un Premier ministre, 66, ou peut-être que je me trompe, c'est 66 ministres et un Premier ministre, je n'ai jamais su précisément c'était quoi. Mais voilà. Et cette même constitution limite à 10 le nombre des ministres provinciaux. Ce qui fait qu'au maximum, on peut avoir que 260 ministres provinciaux en République démocratique du Congo.
Ça nous fait là 1440 élus directs. À cela, élus directs et indirects. À cela, on ajoute le président de la République et le sénateur à vie, plus les 320 ministres provinciaux et nationaux. On arrive à 1768 individus, et ce sont ces 1768 personnes, celles qui sont élues directement ou indirectement, et puis tous les ministres qui ont été nommés, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gèrent le pouvoir du peuple. Puisqu'ils vont nommer aux emplois civils et militaires, et donc à tout moment, c'est le peuple qui octroie ce pouvoir. Vous voyez là la répartition qui a été faite. J'ai repris là les chiffres donnés par la présidente de l'Assemblée nationale lors l'une de ses conférences de presse. Il y aurait 337 députés qui se disent d'être du FCC, 48 du regroupement Cash, et puis 115 de la MOUCA. Mais on dirait plutôt tous ceux qui ne participent pas au gouvernement. Et donc ça fait un total de 500 députés. Et c'est eux qui peuvent édicter des lois, contrôler le gouvernement. C'est eux qui ont le pouvoir, qui ont notre pouvoir. Le gouvernement lui-même, sa composition, tient compte de cette représentativité nationale au niveau des assemblées, de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire des partis qui ont le plus de sièges. Malheureusement, chez nous, tout est noyé dans des regroupements. On ne sait plus identifier toujours quels sont les partis qui ont le plus de sièges. Mais il faut savoir, et tout le monde le sait, que c'est le PPRD qui a une centaine de sièges à l'Assemblée nationale, suivi de l'AFDC, je pense, qui a une quarantaine de sièges comme parti politique. Et donc ce sont des partis qui ont du poids dans une Assemblée nationale démocratique. Il faut comprendre aussi l'intérêt de cette majorité. Parce que pour qu'une assemblée soit réunie de manière valable, il faut qu'il y ait au moins la moitié des membres de cette assemblée qui soient représentés. Si vous n'avez pas cette majorité, la réunion ne peut pas se faire. La session ne peut pas se faire. Ce qui fait que si vous êtes là dans une situation où, tout d'un coup, ça pourrait arriver, que les membres du FCC décidaient un jour de ne pas participer à un exercice de votation d'une loi, par exemple la loi sur le ministère de la Justice et tout ça, s'ils disent juste, voilà, on vient pour voter ou on ne vient pas, les choses s'arrêtent à partir de là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien tenir ça à l'œil. Vous avez là tous les différents mécanismes. Lorsqu'on veut invalider un ministre, de la même façon, 50 députés peuvent initier la demande, mais au final, il y aura toujours 50% de l'Assemblée nationale qui doit adopter cette demande. Vous avez vu, Cash n'a que 48 députés, ils ne peuvent même pas invalider un ministre. Censure du gouvernement, donc demander la démission collective du gouvernement. Il faudrait 125 députés pour le faire. Cash ne peut pas le faire. La MOUCA non plus. Ils n'ont pas 115, ils ont moins de 125 députés. Donc ils ne peuvent même pas initier cette motion de censure contre le gouvernement. C'est pour ça que j'entends des gens parler d'opposition républicaine. Je me dis avec quels moyens ils vont le faire. Mais on va y arriver. Dans tous les cas, l'adoption de ces différentes motions, même s'ils arrivaient à obtenir ces sièges au-delà de leur regroupement politique, il faudrait que les majoritaires, cela étant dit, PPRD d'abord, qui a une centaine de voix, puis les autres, arrivent à atteindre 251 sièges pour qu'on adopte cette motion. Donc, on peut oublier. Initiative pour mettre en accusation le Premier ministre ou le Président de la République. Pareil, il faut avoir des majorités. Ici, c'est même plus des majorités absolues, c'est-à-dire la moitié plus 1, c'est des majorités qualifiées. Donc, il faut avoir même beaucoup plus de sièges encore pour le faire. Et ceux qui ont cette capacité, ces ressources, ils sont toujours dans le même camp, c'est le FCC. Vous avez là tout, si vous voulez, après on peut vous les envoyer, comme ça vous pouvez à votre aise le regarder. Les articles sont là aussi, vous pourrez aller en détail pour voir comment fonctionne notre démocratie. Ce que nous disons, c'est quoi? Si cette majorité qui a été identifiée comme telle au sortir des élections et tout ça, s'identifie comme étant le FCC et le Cash, nous disons qu'il serait possible d'identifier une autre majorité. C'est-à-dire arriver à sortir du FCC quelques sièges de manière à ce qu'ils se retrouvent avec moins de 250 sièges, ce qui donnerait au moins de la saveur à la démocratie.
où on pourra enfin commencer à discuter, à faire des alliances pour y arriver. Mais pour le moment, ce n'est qu'une vue de l'esprit. On fait quand même des hypothèses. Donc, on pourrait voir une nouvelle coalition qui se créerait avec Cash et un débauchage du FCC. Ils auraient 138 sièges et ils devraient faire alliance, ou donc une coalition, avec la MOUCA, ou tous ceux qui ne sont pas au gouvernement, de manière à avoir cette majorité absolue qui leur permet d'adopter des lois et d'avancer. Une autre coalition qui peut se faire prioritaire, parce que dans tous les cas, il faudra que tous ceux qui ne sont pas FCC se mettent ensemble pour faire le poids. On pourrait voir alors la MOUCA et Cash faire une alliance pour avoir déjà au moins 163 voix et ensuite essayer de débaucher quelques 90 sièges au niveau du FCC pour devenir une force. Mais comme je le disais, ce n'est encore qu'une vue de l'esprit. Cela étant dit, dans tous les cas de figure, s'il devait y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale ou une mise en accusation du président de la République, cela entraînerait, par le fait même, des élections anticipées. Et là, je suis en train de préparer la suite pour M. Célestin Poutou. C'est-à-dire que dans les 60 jours, la CENI devrait organiser des élections. Que le président de la République soit mis en accusation et jugé comme coupable pour toutes les raisons qui sont dans la Constitution, haute trahison, délit d'initié, etc., outrage au Parlement et j'en passe, eh bien, des élections doivent suivre. Et si le président de la République, jouissant de cette prérogative, disait, ben voilà, je vois que à ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir, je consulte le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale pour les informer que je vais dissoudre l'Assemblée nationale, parce que j'estime qu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, les ministres font à leur tête, l'Assemblée vote contre... Ça ne va pas, je décide de dissoudre l'Assemblée, et bien nous devons passer aux élections. Qu'il y ait des élections pour renouveler l'Assemblée nationale, il faut attendre quelques 60 jours au plus pour y arriver. Qu'il y ait des élections pour remplacer le président de la République, qui aura à ce moment-là le président du Sénat comme intérimaire, il faudrait encore attendre 60 jours. Et pour que tout cela soit adopté, souvenez-vous, il faut qu'il y ait des majorités qualifiées. Pas pour la dissolution, mais pour la destitution et la mise en accusation du président de la République. Et donc, je crois qu'il faut bien avoir ça à l'esprit, bien peser tout ça, et voir qu'en réalité, tout gouvernement qui peut se faire dans notre République démocratique du Congo ne pourra se faire que par des coalitions. Mais peut-être que si on devait avoir des élections, les choses pourraient changer. Mais pour cela, il faudrait qu'on voit ça avec l'institution qui s'en occupe. Et je vais passer tout de suite la parole à M. Célestin Poutou. Pour l'invitation, merci de nous avoir associés à cette journée, à cet échange et cet après-midi. D'avoir associé, je disais, l'association Youth Congolais ASBEL que nous représentons, qui est l'association des juristes congolais de la diaspora, dont nous sommes le président. Donc, il nous a été demandé de parler sur la CENI est-elle prête pour un nouveau cycle électoral. 2 points, le rôle du pouvoir judiciaire devant cette situation. Il faut d'abord rappeler que la CENI est à l'instar du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qu'on appelle organe d'appui à la démocratie. Donc c'est un organe dont la population, le peuple peut s'en approprier pour réclamer l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc cet organe, la CENI donc, trouve sa base légale dans la Constitution du 18 février 2006, notamment dans ses articles 5 et article 211 de la Constitution. Aussi, dans la loi organique numéro 13012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro
10/013 du 8 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale indépendante. Il y a aussi la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Il y a enfin la loi numéro 16/007 du 29 juin 2016 modifiant la loi numéro 04/028. Je m'arrête là pour les références légales, ça vous ennuie beaucoup en tout cas. Du 24 décembre 2004 portant identification des électeurs en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est l'assiette de base de l'existence et du fonctionnement de la CENI. Il s'y est de rappeler que toute cette législation que nous venons d'énumérer, ainsi que les différentes modifications qui sont intervenues, ont été motivées par le fait que tous les rapports qui ont été donnés après l'organisation des élections de 2006 et de 2011, ces rapports ont tous conclu à une organisation chaotique des élections et que par voie des conséquences, les résultats n'étaient pas crédibles. Donc il fallait absolument que les législateurs congolais révisitent les cadres institutionnels d'organisation des élections en République démocratique du Congo. Cela étant, la CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité les élections libres, démocratiques et transparentes. Cependant, vous conviendrez avec moi que malgré cela, l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et urbaines de décembre 2018 a été décriée par tous comme étant une fois de plus chaotique, donnant lieu à des contestations de vérité des urnes. Donc, ces élections de décembre 2018 n'ont fait que ternir davantage l'image d'une CENI déjà ternie, et puis de plus en plus les voix s'élèvent, cette fois-ci avec raison d'ailleurs, pour réclamer un audit externe et interne avant d'envisager toute réforme ou remplacement de ses membres. Donc il y a là une bonne partie de la réponse à la question posée par Patrick. Donc là, vous conviendrez avec moi qu'on vient de parler du budget déjà, et la situation actuelle de la CENI, on ne peut pas envisager l'organisation de nouvelles élections, que ce soit présidentielles ou législatives, dans les délais constitutionnels, s'il arrive qu'il y ait une passe au niveau du Parlement ou du fonctionnement des institutions. C'est une situation très, très compliquée, très difficile. Maintenant, les rôles du pouvoir judiciaire. Permettez-moi de commencer par expliciter les mots 3, parce que je m'adresse à un public qui n'est pas de juriste. Lorsqu'on parle du mot 3, le mot 3 reçoit généralement une des 4 significations suivantes, selon les contextes dans lesquels il est utilisé. Il y a le droit comme un idéal supérieur, c'est-à-dire le droit naturel, philosophique, un idéal supérieur philosophique ou moral. On parle du droit naturel, c'est-à-dire on se réfère à une raison supérieure ou une loi divine qui nous guide et qui guide les hommes à se conformer. Ça, c'est la première conception du droit. Deuxièmement, droit comme un ensemble de règles en vigueur dans une société donnée, c'est-à-dire le droit objectif ou le droit positif, c'est-à-dire les corps des règles, les lois qui sont votées par un État, une société qui organise le fonctionnement des institutions ou qui régule les relations entre les membres de cette société. Troisième conception, droit comme une science ou une discipline intellectuelle. Ici, il y a une référence à la faculté de droit. Lorsqu'on demande à un étudiant qui étudie en droit, on lui pose la question « Qu'est-ce que vous faites à l'université ?» Il répondra « Je fais le droit ». Cela ne veut pas dire qu'il devient législateur, il crée des lois, non, mais il étudie, il suit la méthode scientifique pour acquérir des connaissances pour devenir praticien du droit. Et quatrième sens du mot droit, enfin, ce droit comme prérogative ou pouvoir reconnu à des individus, ce qu'on appelle le droit subjectif. Et c'est cette dernière conception du droit qui nous intéresse dans ces cadres cet après-midi. Les droits subjectifs, en effet, peuvent être rangés en 2 catégories. Il y a les droits patrimoniaux
et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui peuvent être ramenés à un dénominateur commun qui est leur valeur pécuniaire, c'est-à-dire ces droits sont évaluables en argent, on peut les calculer en argent. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un compte en banque, j'ai mon argent, ce sont les droits patrimoniaux. Ces droits-là peuvent faire partie du patrimoine de son titulaire. Deuxième catégorie, donc, les droits extra-patrimoniaux sont des droits subjectifs qui ne sont pas évaluables en argent. Ils ne peuvent pas faire partie du patrimoine de leur titulaire, même si leurs violations peuvent être, au titre des réparations, sanctionnées par des dommages et intérêts. Donc, ces droits sont intransmissibles, incessibles, insaisissables et imprescriptibles. À ce titre, aucun citoyen ne peut en aucun cas perdre ses droits, qu'il s'agisse de droit à l'honneur, droit au respect de l'intégrité physique, à l'intimité, droit au mariage, droit de vote, droit d'être éligible encore, ou la liberté des cultes, droit d'expression ou d'association. C'est cette panoplie de droits que mon ami ici, Zebler, a parlé, le droit de l'homme. C'est cette catégorie de droits subjectifs, droits extra-patrimoniaux. Ils font partie, c'est cette partie des droits que notre Constitution reprend, notamment dans ses articles, à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 67.